enrôler la Voix France. Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Bon, si je fais déjà rire notre invité, tout va bien, Anthony. mais je vous fais rigoler. Judith, c'est pas la première fois, enfin, vous nous faites rire, dans le bon sens du terme. Bon. Alors, on va faire un petit point sur nos invités, déjà, nos chers invités. Anthony, donc, Martin Smith, vous habitué. êtes un habitué, tout à fait. Vous êtes judoka paralympique et vous êtes aussi double médaillé mondial, c'est important de le dire, entrepreneur et journaliste. Et on vous écoute chaque jour sur Sud Radio, d'abord. En plus, Pierre Denisio est avec nous, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, handicap et mobilité et maire adjoint de Boulogne-Billancourt. Tiens, c'est sur vos lieux que nous sommes finalement, nos studios. Bonsoir. Oui, merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de jouer à Cher domicile. Pierre Denisio. Alors, justement, le premier point, parce qu'on va parler là des Jeux paralympiques, on va parler d'accessibilité, de mobilité en Île-de-France, on va parler des personnes en situation de handicap discriminées, on va aussi parler des choses qui se passent bien, des entreprises qui s'engagent. Mais avant tout ça, on va quand même faire un petit débrief de cette cérémonie d'ouverture. Alors, Anthony, je vous donne la parole en deuxième parce qu'on connaît déjà votre opinion. Ah bon? Il Moi, n'a je pas la aimé. connais. Moi aussi, il m'en a parlé, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé, mais il va nous dire pourquoi. C'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est un peu plus pointu, un peu plus fin, effectivement. Pierre Denisio, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes content, déjà, de la cérémonie et du message qu'elle transmet? J'ai eu la chance d'assister à plusieurs cérémonies d'ouverture des Jeux paralympiques et j'ai trouvé que celle-ci était très réussie. Alors c'est vrai qu'on n'était pas uniquement autour des valeurs du sport. Il y avait beaucoup de choses ajoutées, de poésie, de recherche artistique. Et in fine, j'ai trouvé que le spectacle était beau. J'ai pris plaisir à être présent et les personnes qui étaient autour de moi également. Donc je trouve que le spectacle était réussi. J'avais peur des fausses notes parce que c'est vrai que pour la cérémonie d'ouverture des Olympiques, il y avait quelques... À cause de la pluie surtout. Alors, il n'y avait pas uniquement la pluie. Voilà. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Moi, je suis pas fan qu'on redécapite la pauvre Marie-Antoinette, par vous, exemple. c'était ça. Alors d'autres, c'était la scène elle du est dîner. décapitée, elle le restera, de toute façon, j'ai envie de dire. Elle a rien senti. Et aucun regret sur le choix des artistes, par exemple? Non, pas du tout. Franchement, le spectacle avait une vraie cohérence de bout en bout. Et j'ai pas vu de fausses notes. Alors, sur le message maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ce message? Le message, c'est un message grand public. La révolution de l'inclusion. Absolument. C'est un message pour le grand public. On ne peut pas aller dans des revendications très précises avec la parfaite sémantique utilisée par les associations. Il faut qu'on puisse parler à un maximum de personnes et dans ce cadre-là, j'ai trouvé que le message, il était plutôt adapté. Alors ça tombe bien, puisque Anthony Martin Smith n'est pas du tout d'accord avec vous. Qu'est-ce qui s'est posé comme problème, cher Anthony, hier soir? Bon, écoutez, déjà, ce qu'on peut dire, assurément, c'est que Thomas Joly sait faire des beaux tableaux. C'est un artiste, et ça, je ne remettrai jamais cette qualité en question et en cause. Il a fait de beaux tableaux, il y avait du symbole, il y avait de l'espoir hier soir. Si je dois comparer les deux cérémonies, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, hier, on était dans de l'abstrait. Sur les JO, on était sur du concret. Et c'est peut-être le concret, moi, qui m'a manqué hier. Je pense aussi que on a un patrimoine culturel, une certaine richesse dans notre pays que je n'ai pas vu vraiment s'exprimer hier soir. Je pense particulièrement à des figures emblématiques qui ont rayonné à travers le monde. Alors, vous avez, pour dire à nos auditeurs, Anthony, vous avez donné un nom et on en a parlé ce matin et quand vous me l'avez dit, ça a fait l'effet d'une décharge dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, mais c'est pas possible. Il y a une personne qui manquait. Oui, il manquait Gilbert Montagnier, il manquait, c'est logique. il manquait Grand Corps Malade. Bien sûr. Il manquait Mimi Mati. Enfin, en tout cas, c'est dans l'expression de la diversité dans son ensemble. Ah oui, bien vu. Moi, c'est ces personnes-là qui m'ont manqué hier. Donc j'ai pas un sentiment de déception, j'ai un sentiment d'inachevé. Ça, c'est mon premier sentiment et mon premier regret sur cette cérémonie. Après, c'était très beau. Je salue les artistes, je salue les volontaires, je salue aussi les athlètes qui étaient au cœur même de ce dispositif. Après, ce que je disais aussi ce midi, c'est que j'étais pas bien positionné. J'étais place de la Concorde, assis. Or, j'aurais peut-être voulu être davantage au contact auprès des athlètes, auprès de mes camarades, sur les Champs-Élysées. Ouais. Et ça aurait été Alors, super. Anthony, il y a quand même un autre truc
que vous m'avez dit, que je vais me permettre de répéter aux auditeurs, c'est que vous dites que l'image donnée n'est pas la bonne, puisque ces histoires de super-héros, etc., c'est pas du tout assez normalisant, c'est pas le bon message. Le sujet des handicapés doit être traité comme celui des personnes valides, parce qu'ils sont pas que handicapés, ils sont aussi consommateurs, touristes, et puis ils ont aussi un plus fort pouvoir d'achat. Bref, c'est des gens qui comptent dans la société, quoi. Ce sont des gens qui comptent dans la société et qui ont besoin que nous les affichions comme tels. Donc, pas trop insister sur le côté inspirationnel, mais davantage sur des sportifs. Et le concret de la performance, quoi. Ouais, exactement. Qu'on les affiche sous le prisme de la performance. Et il y a un autre point, moi en tout cas, que je regrette, c'est peut-être les mots de mal choisis probablement de Tony Estanguet. Il a parlé de révolution paralympique et de révolution douce. Par essence, la révolution, en plus sur Place de la Concorde, c'est pas très doux. Et puis révolution, si on prend le premier sens de ce que cela veut dire, c'est faire un tour sur soi-même. Bon. J'espère que c'était pas l'intention de faire un tour sur soi-même. Ouais, vous jouez pas un petit peu sur les mots, Anthony, là? Non, pas du tout. Il aime bien faire ça, Anthony, non? Bon, Pierre Denisio, justement. C'est vrai ce que dit Anthony. Enfin, on a des... C'était, à mon avis, ce qui avait été magnifique pour la cérémonie des Jeux Olympiques. D'avoir, ne serait-ce que Céline Dion, etc., Lady Gaga. Là, on a l'impression que tous ces artistes dont il nous a parlé n'étaient pas là. C'est comme si il y avait une vocation de traiter l'aspect symbolique moderne et pas du tout l'aspect traditionnel, finalement. J'ai pas l'impression qu'on ait eu une cérémonie low cost. Parce qu'on n'a pas eu Céline Dion ou parce qu'on n'a pas eu d'autres artistes. L'esprit paralympique, c'est un esprit différent des Olympiques. Et donc, il fallait pas essayer de recopier la cérémonie des Jeux Olympiques. Peut-être que c'est les vrais stars, ce sont les athlètes, ce sont les sportifs, c'était eux qui devaient être mis au centre. C'est quelque chose de plus sobre, le paralympisme. C'est un petit truc en plus, pour le coup. C'est un supplément d'âme. En même temps, c'était obligé qu'on se tape la fameuse comparaison en plein nez, parce que, voilà. Comparaison n'est pas raison. Vraiment, l'esprit paralympique. Vous savez, on me dit souvent, mais pourquoi on met pas les Jeux Olympiques en même temps que les Paralympiques? Ça, il y a beaucoup de monde qui m'interroge sur le sujet. Et tout simplement parce que c'est pas la même chose, parce qu'on veut garder la spécificité de l'esprit paralympique. Donc la cérémonie, c'est vrai, elle était différente, et les stars, c'était les athlètes. Ouais, Anthony, d'accord? Ou pas, quand même, un petit peu? Oui. Alors Anthony, le micro, voilà, il y a notre réalisateur qui se demandait. Je pense que vous avez appuyé sur le micro, mais allez-y, Anthony. C'est bon, on m'entend? C'est bon, parfait, on est bien. Oui, évidemment, je peux pas ne pas être d'accord avec Pierre. Mais voilà, moi j'ai toujours ce sentiment d'inachevé et puis j'aurais voulu peut-être voir Stevie Wonder, Ray Charles. Bon, il est peut-être occupé, mais oui, il est pas tout à fait là. Surtout. Juste d'ailleurs une question qui vous est très personnelle, puisque bon, je le rappelle, vous êtes non-voyant. Oui. Et est-ce que tout a été fait, puisque vous étiez à la cérémonie d'ouverture, pour que justement les non-voyants puissent ressentir au maximum? Alors, ressentir, assurément, puisqu'il y avait quand même un sound system assez impressionnant, et Pierre peut en témoigner. Maintenant, dans les gradins, oui, on avait un système d'audio-description disponible. Et puis, on avait des volontaires qui étaient là et que je salue et que je remercie une fois encore. Qui ont dansé pendant 3-4 heures. Hein. Oui, mais il y en avait pendant ce temps d'autres qui malheureusement ne pouvaient pas voir la cérémonie parce qu'ils étaient bien trop occupés à essayer d'orienter les gens et les accompagner le mieux possible. Donc, bon, c'est mitigé tout ça, mais quand même, si on voit dans le global, Anthony, c'est quand même un événement qui donne une belle image déjà du pays, des disciplines paralympiques, et c'est un événement inclusif. Mais oui, c'est juste que j'aimerais qu'on se détache un petit peu. Je pense qu'on a la maturité aujourd'hui dans notre pays, de ce regard paternaliste et bienveillant. Pierre Denisio, on a déjà 2 médailles, parce que parlons-en, hein, Judith. C'est important. On a déjà une médaille d'or en natation, une médaille d'argent en paracyclisme. Non, oui, c'est ça va. Monsieur, sur le cyclisme. Voilà, Anthony, pas moi, sur le cyclisme. Non, je suis facile. Voilà. Pierre Denisio, ça doit être aussi ça, le cœur de la fête, la réussite de nos athlètes.
Oui, on l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on ne se focalise pas autour du handicap et qu'on regarde les athlètes, qu'on regarde leurs performances. Et ça, pour le coup, Tony Estanguet l'a très bien dit, on va être comme des gosses devant la télé ou dans les gradins, on va être comme des coachs sur la dernière minute. Enfin voilà, c'était la substance de son discours. Maintenant, on regarde les performances. Et je vous assure que moi, j'ai déjà amené des enfants des écoles aller voir des épreuves où ils se demandent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, la boccia, qu'est-ce qu'on va aller voir ça? Franchement, on va aller voir des handicapés, c'est un peu la kermesse, pas du tout. C'est une vraie compétition sportive. Oui, c'est des lions, quoi. Ils rigolent pas. Derrière, comme des supporters, comme si on était face à des athlètes ordinaires. Moi, à titre personnel, Judith, je fais juste en 10 secondes, mais j'ai eu le plaisir de commenter pour une chaîne de télévision les championnats du monde par athlétisme l'année dernière. Et quand j'ai découvert l'exercice du saut en longueur non-voyant, j'ai trouvé ça magnifique, puisque vous savez, les fameuses impacts sur le sol, la course, eh bien, ils sont guidés par les cris. Et puis le moment de la planche aussi pour sauter. J'ai trouvé ça magnifique. Tout ça pour dire que le sport paralympique offre des émotions encore différentes et parfois supérieures aux disciplines comparables chez les valides. Donc, n'hésitez pas à y aller. Oui, et puis si vous me permettez, Pierre, pour rebondir sur ce que vous dites, moi j'étais parti aux Jeux paralympiques d'hiver à Pyeongchang et j'étais avec une délégation qui n'arrêtait pas de parler du handicap et de la fragilité, etc. Et on allait voir des épreuves de descente à ski avec des mecs malvoyants, des athlètes qui descendent à plus de 90 km/h, à fond les ballons, et c'est fini. J'ai plus entendu parler de fragilité pendant tout le reste du séjour. Eh bien, pour ça, c'était pour les points positif, chers auditeurs, vous restez avec nous. Le sujet de jour, c'est les Jeux paralympiques, la mobilité, l'accessibilité aussi en Ile-de-France, bien évidemment, puisque ce sont les vraies voix qui font rouler la France. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est la suite de notre débat, enfin surtout de cet échange autour des Jeux paralympiques et de ce que ça provoque. On parlait de sport d'ailleurs encore. Voilà. Alors là, on va passer un petit peu sur ce qui se passe sur la mobilité et l'accessibilité. Alors on va parler surtout en Ile-de-France pour l'instant, puisque on va faire un focus sur le métro pour tous. Il y a une actualité. Alors on va rappeler nos invités d'abord, Frédéric. Bien sûr, Anthony Martin-Smith. Je l'ai mal descendu, cher Anthony. Ouais, mais je vous en prie, Frédéric Brindel. On me l'a fait souvent aussi, celle-là. Non, je rappelle, vous êtes judoka paralympique, le double médaillé mondial d'ailleurs, et puis entrepreneur et journaliste. La preuve, nous avons le plaisir de vous écouter chaque midi sur Sud Radio en ce moment. Et puis nous sommes aussi avec Pierre Denisio, qui est vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, spécialisé dans le handicap et la mobilité. Vous êtes aussi maire adjoint de Boulogne-Billancourt. Alors je voulais parler d'une actualité qui est toute fraîche. C'est cette fameuse histoire du métro pour tous. Alors le métro pour tous, c'est 100%. Le but, c'est de rendre 100% du réseau accessible aux personnes qui souffrent de handicap. Valérie Pécresse, elle sollicite l'État, la ville de Paris, pour trouver 15 à 20 milliards d'euros, en disant que ce projet peut devenir le grand projet de la décennie, pour rendre aussi le métro historique accessible. Et en fait, donc, elle a expliqué qu'elle était prête à boucler ce plan de financement en faisant 3 parts égales, une pour la région Île-de-France, une part pour l'État et une pour la ville de Paris. Ce à quoi la maire de Paris, dans l'équipe, a répondu que c'est pas son affaire, ce n'est pas notre affaire. Paris finance déjà Île-de-France Mobilité, on n'a pas à financer en plus le métro. Alors il y a eu une réponse, et après ça je vous donne la parole, de Union Capitale, qui est le premier groupe d'opposition municipale à Anne Hidalgo au Conseil de Paris depuis juillet 2024, qui a été créé par Geoffroy Boulard, Agnès Evren qui sont du LR et puis Pierre-Yves Bournazel qui est d'Horizon, et qui disent que c'est absolument scandaleux, et surtout que ils disent, pour justifier sa non-participation au projet, Anne Hidalgo utilise un seul argument, le refus d'augmenter les impôts, alors qu'elle a décidé une augmentation inédite de la taxe foncière de plus de 50%. Pierre Denisio, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Alors puisque l'actualité ce sont les Jeux, on a travaillé particulièrement au niveau du Conseil régional et d'Île-de-France Mobilité, qui est l'organe qui organise les transports en Île-de-France, sur l'accessibilité des transports. Et ça depuis 8 ans. Voilà, ça fait 8 ans que l'on travaille sur les questions d'accessibilité, depuis 2016, puisqu'on a été élu fin 2015. On a lancé un grand plan, 2 milliards d'euros, et on est arrivé à un résultat très satisfaisant
en surface. Maintenant, on a 95% du trafic voyageur en Île-de-France qui passe par des stations accessibles. Donc, on a multiplié par 5 l'accessibilité du réseau de surface, des tramways, des lignes de bus. Et on nous compare souvent à Londres. Londres, le réseau, il est accessible à 56%. En Île-de-France, on est au même niveau. Donc, on peut nous comparer à Londres, il n'y a aucun souci. Mais il reste un point noir, c'est l'accessibilité du métro. Et là, je comprends, non, j'ai du mal à comprendre. On en parlait, on l'a évoqué tout à l'heure, des architectes du patrimoine, en fait, qui font veto. Déjà, revenir sur l'intervention de Madame Hidalgo, on n'est pas en train de parler de rajouter 2 arrêts de bus à la ligne 123. On est en train de parler du chantier du siècle. On est en train de parler d'un des plus grands chantiers de France, de plusieurs milliards d'euros. C'est-à-dire quelque chose qui est comparable au Grand Paris Express, qui va arriver à l'horizon 2030. Mais ôtez-nous d'un doute, parce que tout ce qui concerne l'intérieur de Paris, et notamment ce qui est estampillé RATP, dépend de Paris, et ce qui est SNCF dépend de l'Île-de-France. Donc, finalement, on comprend que Anne Hidalgo dise c'est de notre ressort. En fait, on ne sait jamais de qui est de le ressort et tout s'arrête. L'organisation, c'est Île-de-France Mobilité, qui commande un service de transport et qui l'attribue à des opérateurs, la SNCF, la RATP. Néanmoins... Ça part de vous, donc? Ça part de nous, exactement. Néanmoins, quand on parle métro, on parle de Paris. La grande majorité des stations, elles concernent Paris. Et donc, on ne peut pas, comme Ponce Pilate, s'en laver les mains et dire, comme j'ai vu hier dans l'article de Madame Hidalgo, que c'est pas son affaire. Évidemment que c'est en premier lieu son affaire et c'est celui de l'État. En début de semaine, j'ai même entendu la maire adjointe en charge du handicap qui disait que de Paris, qui disait que c'était une question prématurée. Le métro, il a 124 ans. On va peut-être pouvoir mettre le sujet sur la table quand même. J'ai pas l'impression que ce soit prématuré. On parlait de Lamia et la rage. Absolument. Juste une question, est-ce que c'est pas un problème aussi de personnalité? C'est-à-dire qu'elles s'entendent pas très bien, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Non, c'est pas un problème de personnalité, parce qu'on a pu démontrer... Parce que c'est pas plus facile de négocier avec quelqu'un qui on s'entend, quoi. Non, on a pu démontrer pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques qu'on savait travailler ensemble. Je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, qui étaient tous les 3 candidats à l'élection présidentielle, malgré tout, ont travaillé main dans la main pour réussir ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et j'ai plutôt l'impression que c'était réussi, et ça continue, et on va réussir les Jeux Paralympiques. Ce qui fait, donc ils peuvent bosser ensemble. Et c'est le message que je dis à Anne Hidalgo, c'est ce qu'on lui dit lorsqu'elle balaye d'un revers de main cette main tendue sur l'accessibilité du métro, c'est voyez ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble. Là, on est sur un sujet qui concerne pas seulement les Parisiens en situation de handicap, on est en train de parler d'une population qui vieillit également, de touristes, de familles qui ont envie de prendre le métro en poussette. Il faut changer de dogme, et il faut qu'elle accepte de revoir ses priorités politiques et de rejoindre ce plan Un métro pour tous. Ça, c'est le cas francilien, parisien. Parlons de l'ensemble de cette accessibilité. Au 0826 300 300, Laurent de Valence est avec nous. Vous êtes en situation de handicap, vous circulez en fauteuil roulant. C'est quoi, typiquement, Laurent, le genre de problème lorsque vous prenez des transports en commun que vous avez? Eh bien, écoutez, d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté? C'est très facile. Alors, votre invité du Conseil régional d'Île-de-France, Pierre Denisio. Voilà. Alors, a raison en disant que il est vrai qu'il a mis des bus qui sont tout neufs sur Paris, que le problème qu'on a, et ça fait des années qu'on le réclame, c'est de réparer les rampes. Parce que ces rampes, quand elles ne marchent pas, malheureusement, on laisse sur le trottoir et tout le monde s'en fout. Les rampes des bus, c'est ça? Des bus, oui. Ouais. Oui, des bus. Et en fait, ça c'est le chauffeur du bus qui active. C'est Oui. Mais ça arrive souvent qu'elles soient en panne. À l'arrière du bus, il y a une rampe qui, quand vous demandez au chauffeur, appuie sur un bouton, la rampe se met en place, la porte s'ouvre et la personne à mobilité réduite qui est en fauteuil roulant peut monter. Sauf que, des fois, les rampes ne marchent pas. Et on ne sait pas pourquoi. Alors que ces bus ont coûté, je ne sais pas combien de millions d'euros,
Et on me dit, ah ben non, les rampes marchent pas. Alors, comment ça marche pas? Laurent, vous avez dit autre chose. Vous avez dit que donc il y a quand même moins 50% des gares ferroviaires en France qui étaient accessibles en 2020. Et vous dites, alors vous n'êtes pas content de Madame Pécresse. Vous dites, on en est toujours au même point, les promesses non tenues de Madame Pécresse d'ici 2025. Voilà. Mais quand vous entendez que en fait, du coup, quand Madame Pécresse propose un plan pour le métro, il est refusé par Madame Hidalgo. J'y crois pas. C'est du blabla. C'est du blabla. Faut arrêter. Faut on nous arrête de raconter des bêtises. Déjà, ils arrivent même pas à réparer des rampes. On fait des signalements inconsidérables auprès de Transdev, auprès de la RATP. Ils ne tiennent compte de rien. Pierre Denisio voulait répondre. Bon, on peut pas dire que rien n'a été fait dans le sens où, avec les 2 milliards d'euros qu'on a mis sur la table depuis 8 ans, on est passé à 240 gares RER et trains régionaux accessibles. C'est pas vrai. Bon. Laurent, on vous a entendu, on vous remercie. Faut quand même laisser répondre. Je connais. Vous voyez, alors vous dites là, on vous a entendu, ça veut dire qu'on sent que vous voulez couper de court. Non, pas du tout. Il était en train de vous répondre, cher Laurent, Pierre Denisio. Donc il faut le laisser parler. Il peut nous répondre, mais je sais que ce qu'il dit, c'est pas vrai, c'est du blabla. Moi, j'ai fait des études. Merci beaucoup, Laurent. On vous remercie pour votre témoignage. Pierre Denisio, allez-y. Oui, non, on a fait énormément sur les questions d'accessibilité. C'est là aussi un des plus grands chantiers de France, la mise en accessibilité des gares en Île-de-France qui a été réalisée. C'est les 2 milliards d'euros, mais c'est aussi une ingénierie de dingue de travailler sur un réseau qui fait 10 millions de trajets par jour en essayant de limiter les conséquences pour les usagers du quotidien qui vont au boulot, qui n'ont rien demandé eux, et qui a priori n'ont pas besoin d'ascenseur. Donc ça a été un très gros travail, une grosse ingénierie. Je suis très satisfait du résultat. On va continuer de travailler sur le sujet. Tout n'est pas parfait. On a le sujet de la maintenance. Ça, pour le coup, votre auditeur a raison sur ce sujet. On doit être plus exigeant avec nos opérateurs. Chaque fois, il y a des soucis. C'est vrai aussi, quoi, et des problèmes de circulation, etc. Donc, on peut aussi comprendre la réaction de notre auditeur, évidemment. C'est un sujet. Allez, vous restez avec nous parce qu'on va parler aussi d'un sujet pas très sympathique, mais important, la discrimination des personnes en situation de handicap en France. C'est la première population discriminée de France. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-20h. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et on fait un gros focus sur les Paralympiques ce soir, mais aussi sur les personnes en situation de handicap dans notre pays. À savoir, ils sont la première population discriminée de France. Pour en parler, nos invités en studio. Oui, et qui en connaissent un rayon. Anthony Martins, Miss, judoka paralympique, double médaillé mondial, entrepreneur et journaliste, et puis Pierre Denisio, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France Handicap et Mobilité. Vous êtes également maire adjoint de la ville de Boulogne-Billancourt. Alors quelques chiffres quand même pour commencer cet échange. Sur le taux de chômage par exemple, Anthony, le taux de chômage des personnes en situation de handicap en 2021 il était de 14% par exemple, soit deux fois plus élevé que celui de la population générale qui est de 8%, sans compter le taux d'emploi, la scolarisation, etc., etc. Est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des vrais progrès quand même? Ça, on parle de 2021. Oui, ça bouge. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place par le gouvernement actuel, mais aussi par les précédents. On peut pas voir le verre à moitié vide, ça c'est clair et net. Après, 14%, c'est déjà un chiffre qui est énorme. Il faut tenir compte aussi du fait que ce chiffre-là ne concerne que les personnes qui sont en situation dite active. Et donc, il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas dans le scope, qui ne sont pas dans le radar, parce que elles ne sont pas employables, ou en tout cas, elles se pensent être inemployables du fait du rejet qu'elles peuvent ressentir et qu'on peut comprendre par la société et les entreprises qui, par moment, ou les organisations publiques, ne savent pas comment faire aussi pour c'est ça, là, c'est comme ça que vous identifiez cette notion de rejet, parce que ce n'est pas un rejet méchant, pardonnez-moi, entre guillemets, mais c'est un rejet de méconnaissance plus. Il y a un rejet de méconnaissance, évidemment. Après, la méchanceté, elle peut toujours exister, ça, j'en serai pas juge. Mais inévitablement, quand vous vous retrouvez confronté à une candidate ou un candidat en situation de handicap et que vous n'avez jamais été confronté à la question, que vous ne savez même pas auprès de quel organisme vous pouvez vous tourner pour employer cette personne-là, oui, c'est difficile. Et donc, par facilité, par convenance, vous allez plutôt choisir un profil équivalent sans handicap. Alors, il y en a qui souffrent tout particulièrement, Pierre Denisio, ce sont les enfants.
puisque en 2020, alors c'est des chiffres qui datent un peu, mais bon, c'est important de le savoir quand même, environ 20% des enfants en situation de handicap étaient scolarisés dans des établissements spécialisés, et près de 400 000 élèves en situation de handicap étaient inscrits dans un milieu ordinaire. Mais on sait que l'accompagnement est de plus en plus difficile, il y a de moins en moins de personnel, et ce sont les enfants qui sont directement impactés. La société a créé des discriminations parce que pendant longtemps, ça a été deux mondes parallèles. C'est-à-dire qu'il y avait les personnes en situation de handicap d'un côté, avec leur école, avec leur centre, avec des villes pas accessibles, donc qui ne sortaient pas, et puis le monde des valides. C'était vraiment une dichotomie importante, je pense, qui a créé ce manque de sensibilité de l'ensemble de la population au handicap. Les choses évoluent, effectivement, heureusement. L'école inclusive, ça joue, c'est important, puisque aujourd'hui, quand on a un gamin qui a un camarade en situation de handicap, demain, ça sera un DRH qui aura pas peur d'employer une personne handicapée. Peut-être même que ce sera le gamin handicapé qui sera DRH et qui aura pas peur d'employer quelqu'un de valide ou d'ordinaire en tout cas. Donc l'école, c'est la mère des batailles. Et ça, les gouvernements le disent, mais ne le font pas. Les accompagnements à la vie scolaire, c'est central. Bien sûr qu'il y a un pourcentage, une proportion d'enfants qui ne doivent pas aller à l'école ordinaire parce que l'inclusion à tout prix, c'est maltraitant. Parce qu'ils ont besoin d'intervenants spécifiques, de paramédicaux pour pouvoir exprimer leur plus grand potentiel. Mais la majorité des enfants, ils ont vocation à aller à l'école de la République, à l'école de tout le monde, et d'être confrontés. Et c'est comme ça qu'on va transformer la société. Les Paralympiques, j'espère, vont la transformer, mais l'école vraiment pour tous, c'est ça qui va changer la société. Alors l'enjeu aussi de ces Paralympiques, c'est de découvrir différents handicaps, et il y a donc différentes catégories et différentes approches. Le point central que vient de soulever Judith sur l'école, comment on fait? On imagine que le handicap physique n'est pas du tout rédhibitoire, en tout cas le handicap mental peut l'être. Est-ce que aussi cette notion de centre adapté qui existe, il y a les IME, etc., comment déjà, Anthony, vous acceptez cette idée? Parce qu'on est inclusif, mais jusqu'à un certain point où on doit être aussi peut-être réaliste. Je pose la question. Déjà, il faut rappeler à ceux qui nous écoutent ce que c'est que l'inclusion. L'inclusion, c'est l'idée que la société fait si bien les choses que ses citoyens se sentent complètement considérés et peuvent vivre la même citoyenneté que leurs voisines ou leurs voisins. Ça, c'est sur le papier. Et après, vous avez de l'autre côté, ce qui coince, les petits grains de sable. Et là, ça crée de l'exclusion. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on ait une inclusivité parfaite? Et par moment, c'est des tissus sur le plan local, territorial, adaptés avec des institutions spécialisées. De mon point de vue, on ne peut pas y en échapper. Parce que vous avez des situations qui sont très difficiles, tant pour les familles que même pour les professionnels, qui vivent dans des circonstances professionnelles complexes. Si on n'a pas ces institutions, on les met où, nos personnes en situation de handicap qui ont un besoin très particulier d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont bonnes à rien, ces personnes, bien au contraire. Mais c'est juste qu'elles ont besoin d'un petit truc en plus et d'aller à leur rythme. Et c'est pas une injure que de dire qu'elles ont besoin d'aller à leur rythme. Et par exemple, pour votre handicap, Anthony, il y a l'apprentissage du braille, par exemple. Bien sûr, et voilà. moi le premier, j'ai dû, dans ma scolarité, être accompagné par une institution spécialisée qui me suivait sur le plan périscolaire, dans ma scolarité qui était en milieu dit ordinaire, donc avec des enfants voyants. Pour autant, j'avais des temps supplémentaires qui me permettaient de travailler l'apprentissage du braille, l'apprentissage de la vie quotidienne, l'apprentissage du déplacement en totale autonomie et en sécurité. Et donc, si je n'avais pas eu cette institution, je ne serais probablement pas l'homme que je peux être aujourd'hui et le papa d'une petite fille de 5 ans. Bravo, c'est mignon tout ça. Pierre Denisio, pour revenir un petit peu sur, sur les transports en fait, il y a moins de 50% des gares ferroviaires en France qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'était en 2020, donc on espère que ça a augmenté un petit peu quand même. Mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pas que, on parlait du métro tout à l'heure, mais en fait, c'est global, c'est au national, quoi.
C'est au national, c'est la responsabilité des régions de travailler sur ces questions de transport. C'est aussi la responsabilité des collectivités, des villes. Ça sert à rien d'avoir des stations accessibles, de tramway, de bus, si la voirie, les trottoirs ne sont pas accessibles. Donc la mobilité, c'est une chaîne de déplacement où tous les acteurs doivent être impliqués. Il faut tout refaire en fait, hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on veut que la gare soit accessible, la rue doit le devenir, etc., etc. Donc, il faut tout repenser. On doit penser la mobilité dans son ensemble. Et la mobilité, elle est centrale parce qu'on peut développer toutes les politiques que l'on veut pour aller à l'école, pour l'insertion professionnelle, pour lutter contre le chômage des personnes handicapées. On peut parler accès au sport, au loisir, à la culture. Si on peut pas y aller, il y aura pas cette accessibilité qui est envisageable. Il y a un sentiment, de discrimination dans les transports aussi. Parce que le sentiment de discrimination, on vient d'en parler, est très important. Non, la discrimination, elle est globale. Elle n'est pas uniquement dans les transports. Non, mais elle est aussi dans les transports ? Elle est aussi dans les transports. Elle est dans tous les domaines de la vie. Elle est dans le milieu professionnel. Moi, je suis moi-même en situation de handicap. On est assez peu à faire de la politique en situation de handicap. On ressent des vraies discriminations sur la crédibilité qu'on peut avoir. Moi, si je me déplace, si je fais un déplacement avec une stagiaire ou un collaborateur, on va parler au stagiaire ou à la collaborateur, parce qu'on imagine que quand on est de petite taille, on a un petit cerveau, on ressent ces discriminations et ce besoin de montrer sa crédibilité et sa capacité de travail autant qu'un politique ordinaire. Et ce qu'on a en politique, on l'a dans tous les domaines de la société. Donc il y a encore du boulot sur les discriminations liées au handicap. C'est le premier motif de saisine du défenseur des droits. Premier motif devant la couleur de peau, l'origine, la religion, l'orientation sexuelle. 22% des discriminations. C'est en croissance, Anthony, il y a un exemple qu'on s'est donné, on en parle assez rapidement, mais en fait, travailler sur l'inclusivité pour les personnes en situation de handicap, ça permet aussi aux dits valides, moi j'aime pas ce mot-là, on en a déjà parlé aussi, ça permet aux valides de par exemple avoir un ascenseur quand ils descendent en valise dans le métro. Donc en fait, c'est important de mettre en place aussi cette mobilité pour que les gens qui ne sont pas en situation de handicap aient une vie qui soit améliorée, finalement. Oui, c'est un peu le problème de notre société telle qu'elle est aujourd'hui. Nos infrastructures urbaines, c'est qu'elles ont été pensées pour des gens qui peuvent marcher, et des gens qui voient, et des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'entendre. Oui, on doit repenser complètement notre manière de concevoir nos infrastructures en prenant à chaque fois quel est le scénario le plus lourd à gérer. Lourd, ça veut pas dire que c'est grave. Lourd, ça veut juste dire que ça doit mobiliser des ressources qu'aujourd'hui je n'ai pas. Eh ben, il faut, dès la conception, soit d'une nouvelle station, d'une nouvelle voie ou d'un arrêt de bus, prendre en compte ces paramètres. Et également lorsqu'on fait une rénovation. Il faut reprendre les b.a.-ba du handicap, parce que les handicaps, c'est exactement ce qui nous conduisent à réfléchir différemment. Si je suis capable de faire en sorte qu'une personne aveugle puisse s'orienter librement dans un espace, alors la personne complètement étourdite saura se diriger sans difficulté. On va faire une coupure, on n'a pas le temps. Je voudrais juste faire une énorme bise à la chienne qui vous guide. Elle est magnifique. On l'adore, elle est trop sympathique. Elle est fantastique. Voilà. Allez, on revient tout de suite pour faire un point sur les entreprises qui s'engagent pour l'accessibilité. Il y en a une en tout particulier que vous allez découvrir. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et les vraies voix qui font rouler la France, dernière partie. On va parler des entreprises qui s'engagent pour l'accessibilité. Il y en a une en tout particulier que vous allez découvrir, mais même si vous la connaissez déjà. Mais avant ça, on vous rappelle nos invités tout de même. Mais oui, parce que c'est un spécial. On est parti de ces Jeux paralympiques et puis nous posons toutes ces questions d'inclusion, de problèmes liés au handicap. Anthony Martin-Smith est avec nous, judoka paralympique, double médaillé mondial et entrepreneur et journaliste. Et puis Pierre Denisio, qui est vice-président du conseil régional Île-de-France, chargé du handicap et de la mobilité, qui est maire adjoint également de Boulogne-Billancourt. Des cumulards, quoi. Et puis, justement, pour notre entreprise, on vous l'a dit, eh bien, c'est Air France. Oui, tout à fait.
c'est Air France et on a le plaisir de recevoir un des fleurons de nos entreprises françaises, représenté par Florence Estra. Bonsoir Florence Estra. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Florence, merci. Vous êtes directrice Paris 2024 pour Air France et vous êtes effectivement très engagée sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, notamment à travers votre service d'assistance Saphir. Dites-nous en plus. Absolument. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Parfait, oui, tout va bien. Parfait. En effet, Saphir, c'est un service commercial qu'Air France a créé il y a plus de 20 ans. C'est un service qui est gratuit et qui est dédié aux clients en situation de handicap pour répondre au mieux à leurs besoins tout au long de leur service, donc de leur voyage, pardon. De la réservation jusqu'à la fin de leur voyage. Donc on a des conseillers Saphir qui sont spécialisés dans la prise en charge des différents handicaps et nos clients peuvent librement contacter ce service pour préparer au mieux leur voyage. Donc c'est un service qui est très plébiscité par nos clients, qui existe depuis 20 ans, je l'ai dit, et qui sert 600 000 clients par an grâce à cette assistance spécifique. Ça veut dire donc que vous étiez prêt pour ce moment si important. Alors pour avoir couvert à titre personnel en tant que journaliste les Jeux Olympiques, quand on arrive aux Jeux Olympiques, le premier accueil c'est à l'aéroport et c'est tellement particulier, il y a les accréditations et dans ces Jeux paralympiques, vous qui en étiez responsable, vous avez accueilli toutes ces délégations, 170 pratiquement du monde entier. Message bien passé, je peux vous l'assurer, ça a fonctionné. Vous en êtes fiers? Très bien, merci, je suis ravie de l'entendre. Oui, ça a fonctionné, nous étions prêts, on a le service Saphir dont j'ai parlé, mais c'est aussi un défi, je dirais, qu'on prépare depuis de nombreux mois avec l'ensemble des équipes opérationnelles d'Air France et de Paris Aéroport. Et en effet, on a transporté beaucoup de délégations paralympiques à l'occasion des Jeux de Paris 2024 qui viennent du monde entier. Je peux citer le Brésil, par exemple. On a transporté beaucoup de para-athlètes brésiliens, des États-Unis, de Chine, de République tchèque aussi. Donc voilà, on a transporté de nombreux clients et tout s'est bien passé. On est ravis, bien évidemment, d'accueillir ces clients du monde entier à Paris. Et justement, alors, ce qui est intéressant dans Saphir, c'est que, pour reprendre un petit peu, rentrer un peu au cœur de ce que vous faites, c'est que vous prenez, vous proposez aux personnes aussi, donc cette assistance nécessaire à leur mobilité, mais aussi, par exemple, chaque membre de l'équipe a été formé par un médecin spécialiste. Donc ça veut dire qu'en cas de problème, ils sont accompagnés vraiment en totalité, quoi. Absolument. C'est vraiment un service spécifique avec des conseillers relations clients qui sont formés à l'approche du handicap par des médecins spécialistes et qui sont vraiment dédiés en fait à ce service pour nos clients en situation de handicap. C'est un service qui est disponible en France et dans 20 pays à travers le monde. Bon, avec nous donc en plateau également Pierre Denisio, je le rappelle, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé du handicap et de la mobilité. On a parlé de ces modes de transport. Est-ce que finalement ce mode, l'avion, n'est pas le plus organisé pour ces gens qui sont victimes d'un handicap pour se déplacer aujourd'hui dans notre société? Il y a des efforts considérables qui ont été faits dans le domaine aérien sur l'accessibilité et sur l'organisation des aéroports aussi. Je pense que ça va être, vous savez, l'héritage immatériel de ces Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et en Île-de-France. Il y a l'héritage matériel, je vous refais pas l'affiche sur les 2 milliards d'euros, etc. et les gares, mais l'héritage immatériel, c'est-à-dire que les équipes, les opérateurs de transport étaient très focalisés sur le voyageur en fauteuil roulant. Et finalement, préparer les Jeux et l'accessibilité des transports en commun, de tous les types de transports, de toutes les modalités, ça a consisté à expliquer qu'il n'y avait pas que le handicap moteur en fauteuil roulant, qu'il y avait les handicaps sensoriels, la malvoyance, la surdité, qu'il y avait le handicap psychique, le handicap cognitif, le handicap mental, et qu'il y avait des réponses particulières à apporter, un équilibre à trouver.
entre ces différents types de handicap et les usagers ordinaires. Et voilà, là, il y a une expertise qui a été acquise, des compétences qui ont été acquises dans les équipes d'Île-de-France Mobilité, parmi les élus, à la SNCF, à la RATP, à Air France. Ça va être un héritage immatériel qui va se garder très longtemps. Anthony, vous prenez Air France, vous prenez des avions, vous vous en servez régulièrement. Évidemment, vous avez constaté que ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, c'est vous qui nous les avez recommandés, je tiens à le dire. Hein. Oui, parce que Air France déjà est partenaire des Jeux et que Air France est une compagnie qui fait beaucoup sur la manière dont il traite, dont la compagnie traite ses clients. Vous l'avez dit, je suis ce qu'on appelle un frequent traveler, un voyageur fréquent. Et, yes. You're so English. So nice. I do. Non, Air France est du coup très engagé là-dessus et moi, par moment, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier l'avion plutôt que le train. Je sais que c'est pas très écologique que de le dire, mais effectivement, vous avez ce paramètre où je me sens accompagné de bout en bout, je me sens en sécurité. Et pourquoi Air France, mais comme d'autres compagnies, traite aussi bien ses passagers, c'est parce qu'il y a des normes. Et que ces normes-là, vous pouvez pas, en tout cas, Madame Estra pourra le dire mieux que moi, mais vous pouvez pas y déroger. Parce que c'est extrêmement régulé. Et notamment sur la gestion, alors je pense, Madame Estra, aux fameux fauteuils. On parle aussi du sport. Alors, par exemple, les cyclistes, les triathlètes qui partent aux compétitions partout dans le monde, vous livrent aussi, vous confient leur vélo, leur machine. Eh bien, les athlètes, voilà, les athlètes para également vous ont confié. Ça, c'est un savoir-faire, ça ne s'invente pas, la gestion du matériel si précieux. Absolument. C'est pour ça que c'est un défi opérationnel, ces Jeux, parce qu'on a évidemment une concentration d'athlètes sur un certain nombre de vols et un certain nombre de dates qui arrivent tous en même temps. On a eu, nous, nos pics d'arrivée pour les Jeux paralympiques les 21 et 22 août au moment de l'ouverture du village des athlètes. Mais effectivement, les athlètes voyagent en moyenne avec 4 bagages, dont un bagage hors format. Et pour ce qui concerne les athlètes paralympiques et pour ceux qui sont en fauteuil, ils ont en général 2 fauteuils, un fauteuil pour leur vie quotidienne et un fauteuil de compétition. Bien évidemment, on fait absolument, on a vraiment anticipé et préparé ces transports pour être en mesure de leur livrer leurs bagages et leurs fauteuils, et même on a mis en place une innovation pour ces Jeux en coordination avec avec Aéroport de Paris. C'est que nous remontons les fauteuils personnels des athlètes pour leur rendre dès la sortie de l'avion afin qu'ils retrouvent très vite leur autonomie. Bien sûr. Ça peut sembler simple et évident, mais ça ne l'est pas. Ça demande une énorme coordination entre la compagnie aérienne que nous sommes, le gestionnaire aéroportuaire qui est Aéroport de Paris, qui a la responsabilité des moyens et ressources le prestataire bagage pour la prise en charge, voilà, et son prestataire pour la prise en charge des personnes en chaise. Donc c'est un énorme travail de coordination qui a été fait et on peut se féliciter d'y être arrivé pour ces Jeux. Donc effectivement, c'est cette nouveauté de remettre les chaises aux para-athlètes dès la sortie de l'avion pour leur rendre leur autonomie plutôt que d'attendre qu'ils arrivent en salle de livraison bagages pour récupérer leurs chaises. Florence Estra, pour terminer finalement, quand on parle d'accessibilité, de mobilité, on parle d'excellence du service et c'est aussi ça le fleuron de la France, il faut être excellent. Absolument. Je pense que l'excellence du service à la française a rayonné pendant les Jeux olympiques. Il faut qu'il en soit de même pendant les Jeux paralympiques. Et voilà, je suis sûre que, en tout cas, nous, on se donne à fond pour que ce soit le cas. On a tous nos personnels, toutes nos équipes qui sont motivées, mobilisées pour accueillir le monde à l'occasion des Jeux paralympiques, comme ils l'ont fait à l'occasion des Jeux olympiques. Et c'est une fierté pour nous tous. Bon, alors restez concentrés parce qu'il y a toujours un retour chez vous. Il y a un aller et un retour, bien sûr. Alors, vous avez encore du boulot.
aussi, exactement. Ça n'est pas fini. Alors, bon courage. Allez, on est obligé de vous laisser. On vous remercie beaucoup pour votre témoignage, Florence Estra. On rappelle que vous êtes directrice Paris 2024 pour Air France. Merci beaucoup d'être venue partager avec nous ce soir. On vous rappelle qu'on était aussi avec Pierre Denisio, qui est vice-président du Conseil régional Île-de-France Handicap et Mobilité et maire adjoint à Boulogne-Billancourt. On le fait souvent, ça bouillonne. Et puis Anthony Martin-Smith, qui est judoka paralympique, double médaillé mondial. Bon, la blessure, pas de JO, mais avec l'équipe de Sud Radio chaque jour en tant qu'entrepreneur qu'il est et journaliste qu'il est en train de devenir. Et voilà, puis nous on vous embrasse parce que c'est la dernière demain des vraies voix de l'été avec Frédéric Brabel. Et moi-même. Décidément. Voilà. Il est temps d'aller se coucher. Allez, au revoir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.